Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance un défi. Trouver le bon oméga 3. On en entend parler absolument partout, c'est écrit sur toutes les étiquettes, mais c'est un peu un jeu de pistes. C'est vrai. On a plusieurs documents sous les yeux, et notre mission, si on l'accepte, c'est de traquer la vérité. Et surtout de trouver les sources qui fonctionnent vraiment. Hmm. Et pour commencer, j'ai un chiffre qui, franchement, donne un peu le vertige. Il vient d'une étude de 2015. Moins de 5% des Français auraient un apport suffisant en ALA. C'est l'un des oméga 3 les plus connus. Ça plante un décor un peu inquiétant, non? Oui, et c'est un excellent point de départ parce que ce chiffre, en fait, il cache le véritable enjeu. Ah oui? Notre discussion aujourd'hui, ce n'est pas juste de faire une liste de courses. C'est plutôt une enquête pour comprendre une distinction qui change absolument tout. On va devoir jongler avec 3 sigles, ALA, EPA et DHA. D'accord. Une fois qu'on a compris ce qui se cache derrière, les choix deviennent beaucoup plus clairs et on peut vraiment agir sur sa santé, surtout celle du cœur et du cerveau. Bon, alors allons-y. Le guide qu'on a là commence directement avec ces 3 noms de code. ALA, EPA, DHA. Et il y a un truc qui me chiffonne tout de suite. Je vous écoute. L'ALA, celui qui vient des plantes, est qualifié d'essentiel. Essentiel parce que notre corps ne peut pas le fabriquer. Pour moi, si c'est essentiel, ça veut dire que c'est le numéro 1, le plus important. Logique. Donc on devrait tout miser là-dessus, non? Et c'est le piège classique. C'est une déduction logique, mais la biologie, elle, est un peu plus tordue que ça. Ah, L'ALA est bien essentiel. Oui, c'est vrai, on doit absolument l'avoir dans l'alimentation. On le trouve dans l'huile de lin, de colza, les noix. Mais il faut voir l'ALA comme une matière première, une brique de base. d'accord. Pour que notre cerveau ou notre cœur puisse vraiment l'utiliser, notre corps doit le transformer en 2 autres formes bien plus complexes, l'EPA et le DHA. Ce sont, elles, les formes actives. Attendez, je veux être sûr de bien suivre. L'ALA est essentiel, mais il ne sert presque à rien tel quel pour le cerveau et le cœur. C'est un peu cru, mais c'est l'idée. Le corps doit le bricoler lui-même. C'est exactement ça. Penser que l'ALA va directement nourrir le cerveau, c'est un peu comme donner une bûche de bois à quelqu'un qui a froid et lui dire « Tiens, de la chaleur !» D'accord, l'image est claire. Il y a tout un processus à faire soi-même pour avoir une flamme. Et le problème, c'est que ce processus est incroyablement inefficace chez l'humain. Le taux de conversion de l'ALA en EPA et DHA, il est souvent inférieur à 10%. Moins de 10%, C'est ridicule. parfois même beaucoup moins. Donc, si je comprends bien, même en mangeant des tonnes d'huile de lin, qui est la championne, avec 53 grammes d'ALA pour 100 grammes, on n'a aucune garantie d'avoir assez d'EPA et de DHA. Aucune. Et c'est là, j'imagine, qu'entrent en jeu les poissons gras. Eux, ils nous donnent la flamme directement, c'est ça? C'est la parfaite analogie. Les sources marines, comme le maquereau ou la sardine, elles ne contiennent pas d'ALA, mais directement de l'EPA et du DHA. C'est du prêt à l'emploi pour notre organisme. Il n'y a pas d'étape de conversion. Voilà. Pas d'intermédiaire, pas de perte, le nutriment est directement disponible. Donc l'idée n'est pas d'opposer les plantes et les poissons, ils sont complémentaires. D'accord, je vois. Le puzzle s'assemble. Alors, si les sources marines sont si directes, la solution a l'air simple. Il faut manger du poisson. Hmm, Pourtant, nos documents mettent une grosse alerte sur les gros poissons, comme le thon ou l'espadon. C'est curieux, on nous dit tout le temps de manger du thon. Le risque est si grand que ça. c'est une question absolument cruciale. Et là, on sort un peu de la nutrition pure pour entrer dans l'écologie. Le problème, ça s'appelle la bioaccumulation. La bioaccumulation. Imaginez la chaîne alimentaire marine. Des micropolluants, comme les métaux lourds, le mercure surtout, sont absorbés par le plancton. Un petit poisson va manger des milliers de planctons et il va concentrer tous ces polluants. Il les stocke. Exactement. Puis un poisson moyen mange des centaines de ces petits poissons et ça continue de s'accumuler. Le thon, tout en haut de la chaîne, c'est un peu le gratte-ciel de tous les polluants accumulés en dessous de lui. C'est une image assez parlante. Et en le mangeant, on hérite de tout. On hérite de la concentration finale. Donc pour avoir des oméga 3 propres, il faut redescendre tout en bas de l'échelle. C'est pour ça que le guide insiste tant sur les petits poissons gras. Précisément, sardines, maquereaux, anchois, ils sont plus proches de la source, donc bien moins contaminés. Et ils sont quand même très riches. Le maquereau cuit, c'est jusqu'à 4,5 grammes d'oméga 3 pour 100 grammes, l'anchois autour de 2,8 grammes. C'est énorme. C'est une concentration fantastique pour de si petites créatures. Et d'ailleurs, il y a un conseil très pratique dans nos sources. Oui, j'ai vu ça et c'est assez contre-intuitif.
Il est conseillé de manger la peau de ces petits poissons. C'est là que se trouve une grande partie de ces bonnes graisses. On a souvent tendance à l'enlever. Exactement. Et il y a aussi la fameuse huile de foie de morue, un peu vintage. La solution de nos grands-mères. Mais redoutablement efficace, les chiffres sont fous, entre 19 et 23 grammes pour 100 grammes. Et en bonus, on a de la vitamine D, une des meilleures sources naturelles. Cette idée de pureté, de source non contaminée, elle est vraiment centrale. Et ça me fait revenir aux huiles végétales. Oui, Le guide insiste beaucoup, beaucoup sur leur fragilité. Est-ce qu'on risque nous-mêmes de les contaminer par une mauvaise utilisation? c'est tout à fait le bon mot. On peut acheter la meilleure huile de lin du monde, bio, pressée à froid, et la transformer en quelque chose d'inutile, voire de nocif. Carrément. Sans s'en rendre compte, ces acides gras sont polyinsaturés, c'est un terme technique qui veut juste dire qu'ils sont très instables chimiquement. Ils s'oxydent très facilement au contact de l'air. C'est ce qui les rend bénéfiques dans le corps, mais aussi très vulnérables dans la bouteille. Voilà. Le contact avec l'air, la chaleur, la lumière, ça déclenche une réaction en chaîne, l'oxydation. L'huile devient rance, elle perd ses bienfaits et prend un goût âcre. J'ai fait l'erreur une fois. Ah oui? Ma première bouteille d'huile de lin, je l'ai laissée sur le plan de travail, à côté de la fenêtre. En une semaine, elle avait un goût de peinture. C'est une erreur qu'on ne fait qu'une fois. D'accord, donc il y a des règles d'or à respecter. La première, c'est marteler dans le guide, ne jamais, mais alors jamais les chauffer. Jamais. On oublie la cuisson à la poêle avec l'huile de lin, de noix ou même de colza. C'est la règle numéro 1. Leur usage est exclusivement pour l'assaisonnement à froid. Enfilé sur une salade, sur des légumes déjà cuits, dans un yaourt, mais jamais sur le feu. Et pour la cuisson, on prend quoi? Pour la cuisson, l'huile d'olive est bien plus stable. Elle est riche en oméga 9. Et la deuxième règle, c'est la conservation. Oui. Une bouteille opaque toujours. Bien la refermer tout de suite. Et direction le frigo dès qu'elle est ouverte. Pas le placard, à côté des plaques de cuisson. Donc, si je vois une bouteille d'huile de lin en plastique transparent sur une étagère de supermarché en plein soleil, je fuis en courant. C'est sans doute le meilleur réflexe à avoir, oui. La qualité du contenant est presque aussi importante que la qualité d'huile. On a parlé des plantes, des poissons, et puis, en creusant dans nos sources, on tombe sur une sorte de révélation. Ah, Le guide les appelle les oméga 3 de demain. Et là, tout change. On nous parle de microalgues. c'est là que l'enquête devient vraiment fascinante. On remonte à l'origine, parce qu'il y a un fait que presque personne ne connaît. Dites-moi. Les poissons ne fabriquent pas d'oméga 3. Pardon? Comment ça? C'est comme apprendre que les abeilles ne fabriquent pas le miel. C'est un peu ça. Les poissons ne sont que des intermédiaires, des transporteurs. Ils accumulent les oméga 3 toute leur vie en mangeant du phytoplancton et des microalgues. Ce sont ces organismes microscopiques, les véritables usines à EPA et DHA de la planète. Mais c'est incroyable. Et l'idée est donc toute simple. Pourquoi passer par le poisson avec le risque de métaux lourds si on peut aller directement à la source? Exactement. On court-circuite l'intermédiaire. Et cette source est surpuissante apparemment. Je vois dans nos notes une algue au nom imprononçable, Schizochytrium, C'est elle. qui aurait une teneur en DHA de 40 à 55 grammes pour 100 grammes. Mais c'est stratosphérique, c'est 10 fois plus qu'un maquereau. La concentration est phénoménale. Et ce qui est génial, c'est que la technologie moderne a résolu le problème de la pureté qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire? Une étude de 2024 explique que la culture de ces algues se fait en bassin fermé dans des bioréacteurs. L'environnement est stérile, contrôlé. On élimine donc à 100% le risque de contamination aux polluants marins. Donc on a une source ultra concentrée, d'une pureté absolue, qui est aussi durable parce qu'on ne vide pas les océans, et qui en plus est parfaite pour les végétariens et les végétaliens. C'est la solution qui coche toutes les cases. Ça semble être la solution miracle. On les consomme comment? En gélules? Principalement, oui, sous forme de capsules d'huile extraites de ces microalgues. Ça garantit un dosage précis et une protection totale contre l'oxydation. C'est une avancée majeure. Tout ça nous amène à la question finale, la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'assiette seule, elle peut suffire? Ou est-ce qu'on est presque obligé de se tourner vers les compléments? La réponse des sources est nuancée. Oui, c'est possible de couvrir ses besoins juste avec l'alimentation. L'apport recommandé pour un effet protecteur, c'est environ 500 mg d'EPA et DHA par jour. 500 mg? Mais attention, ça demande une discipline quasi militaire. Manger du petit poisson gras 2 à 3 fois par semaine, sans faute. Utiliser chaque jour les bonnes huiles en respectant à la lettre toutes les précautions. Pour beaucoup de gens, c'est un vrai défi au quotidien. C'est un défi. Et il faut être pragmatique.
Entre le manque de temps, le coût et le risque bien réel de consommer des huiles déjà oxydées, beaucoup de gens pensent bien faire, mais n'atteignent pas du tout le compte. C'est vrai. Et en passant à la gélule, est-ce qu'on ne perd pas quelque chose, la synergie de l'aliment entier? C'est un excellent point. Il y aura toujours un débat entre l'aliment total et le nutriment isolé. C'est pour ça que l'alimentation doit rester le socle. Mais dans ce contexte, la supplémentation, ce n'est pas une obligation, c'est une assurance qualité. Un filet de sécurité. Voilà, un filet de sécurité pour garantir un apport stable, purifié et efficace. Donc, ce n'est pas un match alimentation contre supplémentation, c'est plutôt alimentation plus supplémentation. L'assiette d'abord et la gélule comme un outil intelligent pour combler les trous. C'est la vision la plus juste, oui. Une alimentation consciente comme fondation et la supplémentation comme un levier d'optimisation. Bon, si on résume, leçon numéro 1 de notre enquête, se méfier de l'étiquette riche en oméga 3. Il faut jouer au détective. Il faut chercher le type, ALA végétal, la matière première ou le duo EPDHA, le produit fini directement actif. Deuxième point, bien choisir ses sources. Pour le PDHA, on vise les petits poissons gras pour leur pureté ou encore mieux, les microalgues pour une pureté absolue. Et pour la LA, on choisit des huiles de grande qualité, pressées à froid, et on les traite comme des produits de luxe, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'air, au frigo. Exactement. Et le troisième point, la révélation, c'est que le futur des oméga 3 n'est peut-être plus dans l'océan, mais dans des bioréacteurs, où on cultive la source originelle, les microalgues. C'est une solution durable, pure et ultra efficace. Au final, la meilleure stratégie, c'est de combiner intelligemment des huiles végétales de qualité pour l'ALA et un apport fiable en EPDHA via les petits poissons ou un supplément de haute qualité. Pour finir, il y a un détail dans nos sources qui ouvre une porte immense. On y mentionne le label Bleu Blanc Cœur. Les garanties, par exemple, des œufs plus riches en oméga 3 parce que les poules ont été nourries avec des graines de lin. Oui. Et ça soulève une question qui va bien au-delà de notre sujet. Si on peut améliorer la qualité nutritionnelle d'un œuf en améliorant l'alimentation de la poule, comment cette idée pourrait-elle redéfinir tout notre système agroalimentaire? C'est une perspective fascinante.